Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue à la CCI de Nice pour cette troisième table ronde de la journée sur la santé du dirigeant, capital immatériel de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre. Cet événement a lieu justement aujourd'hui parce que le 10 septembre est tout simplement le jour de la journée mondiale de la prévention du suicide. Alors bien évidemment, cette table ronde, nous allons la faire de manière constructive, puisque nous sommes tous dirigeants, entrepreneurs ou autres, et que l'idée est bien évidemment de nous donner des pistes afin de se sortir un petit peu de cette situation très compliquée. Et pour cela, au sein de cette table ronde, j'ai des invités qui connaissent, qui sont très experts sur ces sujets, hein, des vrais sujets humains. Donc nous aurons donc Marc Bignier qui est cofondateur d'Apesa. Donc Apesa, c'est la cellule de soutien d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Donc Marc, bien sûr, nous présentera Apesa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apesa a été fondé en 2013, donc 7 ans déjà. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la période Covid, notre gouvernement a mis en place la cellule de soutien à disposition des entrepreneurs afin de pouvoir contacter le numéro vert Apesa. Donc, très important pour les dirigeants en grande souffrance. Hein. Donc, la thématique vraiment de cette table ronde, c'est de vous dire que vous n'êtes pas seul. Non seulement on va parler des choses qu'en général on n'aime pas parler, mais c'est justement parce que nous allons en parler qu'on va trouver des solutions. Et puis surtout, vous donner des clés, des contacts. Et tout le long, ce sera vraiment de vous dire que vous n'êtes pas seul. Donc, le second intervenant sera Jean-Luc Douillard, qui est aussi cofondateur avec Marc Bignier. Hein, donc tous les deux. Donc Jean-Luc qui lui était plus sur le côté clinique, psychologue clinicien, et qui aujourd'hui voyage dans un autre monde, mais qui est aussi très intéressant en matière de soins, qui est dans une cure thermale au niveau de la stratégie du développement. Et moi, je pense réellement qu'aujourd'hui, tout ce que l'on pourrait appeler, nous, thérapie complémentaire, cure thermale ou autres, sont vraiment très bénéfiques quand on est dans des moments de santé très compliqués ou de débordement émotionnel ou autre. Notre troisième intervenant sera Fabien Paul de la CCI de Nice. Ici, nous sommes à Nice. Bien évidemment, tout ce que nous dirons pendant ce webinaire ne concerne pas que les gens qui habitent Nice. Bien évidemment, c'est de la communiquer vous-même. On aimerait que vous soyez des relais pour tout ce qu'on pourra dire. Et donc, Fabien Paul nous parlera un petit peu d'Apesa 06, puisque, comme je vous l'ai dit, Apesa, c'est vraiment un réseau national. Je crois, Marc nous le confirmera, mais qu'on a déjà 85 réseaux locaux, donc très important. Et puis, de l'autre côté, ensuite, nous aurons Jean-Claude Delgène. Donc, Jean-Claude Delgène, qui est cofondateur du cabinet Technologia. Donc, Jean-Claude Delgène, qui a cofondé Technologia il y a déjà plus de 30 ans, qui est un cabinet d'experts d'évolution et d'évaluation et de prévention des risques liés à l'activité professionnelle et agréé par le ministère du Travail. Ensuite, moi-même, Muriel B et Muriel Barachon. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Muriel B. Après un parcours financier, je travaille toujours sur la performance de l'entreprise, mais bien évidemment, j'y ajoute le volet performance santé, puisque de toute façon, quoi qu'on veuille faire, si on n'est pas en bonne santé, rien ne se passera. Et donc, j'accompagne aujourd'hui aussi bien les dirigeants, les enfants des dirigeants, les entrepreneurs, les managers, tout public, particulier, privé, dans le bien-être, dans le post-burnout ou évitons le burn-out ou au-delà, je dirais. Et c'est pour ça que je suis ravie avec la CCI de Nice de pouvoir aujourd'hui faire cette table ronde avec nos intervenants que je vous ai cités et qui sont, je dirais, experts en la matière. Alors, comme je vous l'ai annoncé, nous allons commencer cette table ronde par Marc. Donc, Marc Bignier qui va nous parler d'Apesa. Donc, comme je vous l'ai dit, Marc est greffier au tribunal de commerce de Saintes, cofondateur d'Apesa. Donc, Marc, si tu es OK, je te passe la parole. Oui, parfait. Merci Muriel. Bonjour également. Bonjour à tous et bonjour aux autres intervenants. Merci à la CCI de Nice d'organiser cette journée sur un thème qui est extrêmement important, qui est de la santé des entrepreneurs. C'est vrai qu'on a l'avantage, l'habitude de parler de la santé surtout financière et économique des entreprises et pas beaucoup de celle des dirigeants. Je suis donc greffier d'un tribunal de commerce et mon métier, c'est toute la journée de recevoir des hommes, des femmes qui sont chefs d'entreprise
et dont les entreprises connaissent des difficultés économiques, juridiques, mais ce que j'ai constaté au fil du temps, je crois que ça s'aggrave un peu d'ailleurs. Il y a 25 ans, au début de ma carrière, les chefs d'entreprise étaient dans un autre état de santé, un autre état psychologique. Et ce que j'ai constaté, c'est que cet état psychologique lié aux difficultés des entreprises, de leur entreprise, eh bien, n'était pas satisfaisant, et que expliquer à quelqu'un les rouages du fonctionnement de la même sommaire de la justice et expliquer les procédures à quelqu'un qui est en plein burn-out ou qui a éventuellement des idées noires, c'est quand même extrêmement compliqué. Et en fait, je dirais, c'est à la fois quand même, on peut prononcer le mot, par empathie pour les chefs d'entreprise, et ça rejoint ce que vous disiez, effectivement, les chefs d'entreprise ne sont pas seuls, il y a quand même plein de services et plein de dispositifs qui sont là pour leur venir en aide. Eh bien, au lieu de me contenter de les recevoir sans oser aborder ces questions de leur mal-être, de leur souffrance, de leurs idées noires, eh bien, j'ai eu la chance en 2012, à l'occasion d'une conférence qui était organisée par l'Ordre des avocats du barreau de Saintes, d'assister à la conférence du cofondateur d'APESA, Jean-Luc Douillard, qui interviendra après moi, dans laquelle il abordait le sujet de la prévention du suicide en milieu carcéral. Donc à la fin de cette conférence, que j'ai trouvé très très intéressante, j'ai retiré 2 enseignements. Le premier, c'est qu'on peut agir dans une crise suicidaire, et en fait on ne risque pas non plus d'en provoquer une si on aborde ce sujet avec quelqu'un qui n'y pense pas. Donc à la fin de cette conférence, je suis allé le voir en lui disant les gens qui sont incarcérés sont effectivement en souffrance, on peut les comprendre, mais il y a aussi des gens qui sont dehors, à l'extérieur, en apparente liberté, qui toute la journée travaillent beaucoup parce qu'ils n'ont pas de durée légale du travail, qui travaillent encore davantage quand ils ont des difficultés, qui n'intéressent pas d'ailleurs grand monde quand ils ont des difficultés. Pourquoi? Ce qui n'intéresse pas grand monde, eh bien, d'après moi, tout simplement aussi parce que quand on a comme on dit, des difficultés, autrement dit, on est un mauvais payeur, eh bien, on suscite immédiatement la colère des créanciers. Et donc, d'une part, et d'autre part, on est quand même dans un monde, il faut quand même aussi le reconnaître, où on a parfois tendance à penser que l'échec est un peu contagieux, et autrement dit, les clubs de chefs d'entreprise, les organisations professionnelles, eh bien, parfois ont un peu de mal à s'occuper de ceux qui échouent. Voilà. Donc, nous avons un peu travaillé, réfléchi, on a tâtonné, et ce qui m'a convaincu de l'intérêt de la chose, c'est la première fois lorsque j'ai rencontré un chef d'entreprise qui venait au tribunal, à qui j'ai demandé s'il voyait un inconvénient à ce que des psychologues assistent à une audience, que j'ai constaté qu'il ne pouvait même pas me répondre tellement l'émotion était grande. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. On a communiqué prudemment, voilà, on a tout simplement aussi, pour faire connaître le dispositif, contacté un journal local qui s'appelle Sud-Ouest, et j'ai eu la surprise à l'issue de la publication de cet article, d'être contacté par la femme d'un boulanger qui m'a dit j'ai appris en lisant le journal que le tribunal de commerce s'intéressait à la souffrance des entrepreneurs. Voilà, mon mari est en face de moi, il pleure, il me dit qu'il va se suicider, que puis-je faire? Et j'en ai déduit que ce sujet d'APESA, porté par APESA, la souffrance des entrepreneurs, leurs éventuelles idées noires, eh bien, quand on avait le courage, il en faut un peu, de se préoccuper du sujet, eh bien, ça facilitait, d'abord, ça changeait l'image du tribunal. Hein, c'est pas si courant d'entendre dire qu'un tribunal se préoccupe de la souffrance du justiciable et des entrepreneurs. Bon. Eh bien, ça permettait à la femme d'un boulanger tout simplement d'oser prendre au téléphone pour signaler qu'il y avait un problème, et un problème majeur, puisque ce boulanger envisageait de se suicider. Voilà. Et donc de fil en aiguille, à la suite de la notoriété un peu acquise par ce dispositif, en partie due aussi à ce bel acronyme qui a été trouvé par Jean-Luc Douillard, APESA, aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, et bien de proche en proche, sans qu'il y ait d'ailleurs aucun texte pour l'imposer, eh bien,
des tribunaux ont copié le dispositif créé à Saintes. Voilà. Et il y a aujourd'hui en France 64 tribunaux sur 134 qui ont adopté le même dispositif. Alors, en quoi consiste ce dispositif? Il est en fait finalement extrêmement simple. C'est de dire à tous les professionnels, et ils sont très nombreux, qui interviennent aux côtés des chefs d'entreprise, aux côtés des entreprises et des chefs d'entreprise en difficulté, donc les experts comptables, les avocats, les mandataires de justice, les administrateurs, les juges, les greffiers, les conseillers des chambres de commerce, des chambres des métiers, les conseillers de la Banque de France, etc. J'en oublie certainement. Ça peut aller aussi jusqu'aux conseillers des URSSAF, enfin, plein de gens finalement et plein de services. Eh bien, c'est de dire, vous avez face à vous des gens dont les entreprises sont ruinées, mais également des entrepreneurs qui sont, eux, moralement ruinés et qu'on ne peut pas laisser dans cette situation. Il y a donc des institutions dont le rôle, c'est de mettre en place des procédures, notamment juridiques, mais il y a aussi à côté, comme dans toute entreprise, il y a un homme ou une femme à sa tête et que personne n'a jamais serré la main d'une personne morale, eh bien, toute cette souffrance qui est tout simplement humaine, tout simplement des problèmes d'hommes, comme dirait Léo Ferré, eh bien, les mieux à même de s'occuper de ces problématiques qui touchent de très profondément le chef d'entreprise, les mieux placés, ce sont les psychologues. Et sur le territoire national, nous avons un réseau de près de 1200 psychologues qui sont en veille et qui sont en capacité de très rapidement de prendre en charge un entrepreneur en souffrance. Le succès, c'est donc un succès qui est d'ailleurs un peu très inattendu de mon point de vue, d'APESA, qui ne se dément pas. Il y a presque tous les jours des juridictions qui me contactent, et celle de Nice d'ailleurs est rentrée dans le dispositif il y a maintenant presque près de 2 ans, pratiquement 2 ans. Il y a pratiquement tous les jours des juridictions qui souhaitent rejoindre ce dispositif qui intéresse également les tribunaux judiciaires. Et il y a d'ailleurs aujourd'hui une rencontre au tribunal de commerce d'Orléans en présence du nouveau ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, et le dispositif APESA, eh bien, lui sera présenté. On peut espérer qu'un jour en France, il y ait, sans que ça pose d'ailleurs de difficultés, partout des cellules, alors qu'il y ait 2 choses, qu'il y ait des sentinelles, ce sont les professionnels que je vous ai cités, formés à la détection du risque suicidaire et en capacité eh bien d'utiliser, pourquoi pas, les outils qu'APESA a mis en œuvre, qui étaient d'ailleurs au début, initialement, puisqu'on a travaillé de manière artisanale sur support papier. Ensuite, la fiche alerte d'APESA est devenue numérique, mais elle avait encore un inconvénient, c'est qu'il fallait être connecté sur son ordinateur. Et depuis aujourd'hui, c'est un hasard, mais qui fait bien les choses, eh bien, sur iPhone, on peut, lorsqu'on est une sentinelle APESA ou sur une tablette, sur un iPad, et bientôt ça va développer pour Android également, eh bien, on peut télécharger l'application APESA. Et lorsqu'on est en une sentinelle APESA, on a face à soi un entrepreneur qui traverse des idées noires, et Jean-Luc interviendra après moi pour expliquer ce qu'est la crise suicidaire. Eh bien, il est en mesure, avec l'accord de la personne concernée, de bénéficier, ce chef d'entreprise peut bénéficier d'un soutien psychologique qui se passe en 2 temps. La fiche alerte qui est remplie, une fiche d'identité qui rassemble les principaux éléments de personnalité, un peu des éléments de circonstances. Cette fiche alerte est adressée à une structure qui se trouve à Nantes, qui s'appelle RMA, Ressources Mutuelles Assistance, qui reçoit toute la fiche alerte d'APESA. Et dans un délai qui ne cesse d'ailleurs de baisser, on était à moins d'1 heure, on est maintenant à 49 minutes, dans un délai de moins d'1 heure et de 49 minutes, eh bien, ce chef d'entreprise en grande souffrance, qui parfois envisage le pire, eh bien, peut être rappelé et peut bénéficier d'un premier entretien de crise et d'évaluation de la gravité de la situation. Et si la situation le nécessite et le justifie, toujours avec l'accord de la personne, eh bien, ce premier psychologue de RMA
grâce à la géolocalisation qui est permise par les outils technologiques que l'on utilise aujourd'hui, eh bien, sera mis en contact avec un des 1200 psychologues du réseau APESA, et ce psychologue va également faire la démarche de rappeler l'entrepreneur en souffrance. Autrement dit, lorsqu'on constate que quelqu'un n'est plus en capacité d'agir, eh bien, on ne lui demande pas de le faire, on se porte à son secours. Là-dessus, la crise du Covid est arrivée, et alors que nous avions des contacts d'ailleurs depuis le mois de septembre 2019 avec la direction générale des entreprises, eh bien, évidemment, et peut-être un peu malheureusement, parce que ça a nécessité un gros travail, mais nous avons relevé le défi, le ministère de l'économie, via la direction générale des entreprises, a demandé, et en partenariat avec le réseau des CCI France, le réseau national, donc, et également des chambres des métiers, et avec le soutien d'Harmonie Mutuelle, a créé un numéro vert. Et donc, on a interrogé, lorsque la crise est arrivée, des psychologues du réseau d'APESA pour leur demander s'ils étaient d'accord pour se relayer et répondre au téléphone. J'en ai eu plusieurs au téléphone, et je crois que ça a été positif, parce que beaucoup m'ont dit que beaucoup de chefs d'entreprise les remercier d'être présents, les remercier d'être à l'écoute. C'est vrai qu'il faut se replacer, se mettre à la place d'un entrepreneur qui envisage de perdre son entreprise, et on sait qu'ils disent quasiment tous que c'est leur bébé, donc c'est toujours très très difficile. Eh bien, avoir un espace neutre, qui n'est pas le conjoint, qui n'est pas les amis, qui n'est pas les membres d'un club, etc., de pouvoir parler de ces souffrances humaines, je crois que ça provoque ça peut d'ailleurs envisager, ça permet d'éviter un passage à l'acte et des situations dramatiques, et ça permet aussi d'ailleurs que cette souffrance ne pèse peut-être un peu moins sur l'entourage proche du chef d'entreprise. Alors évidemment, tout ça a un coût, puisque les chefs d'entreprise, qui sont aussi des professionnels, voilà, on ne devient pas psychologue en capacité de prendre en charge une personne en risque suicidaire du jour au lendemain. Ça demande du courage, des compétences, et donc ils sont rémunérés, et le coût d'une prise en charge, de mon point de vue, me paraît assez dérisoire. C'est 350 €. Donc, si on rapporte, quand on rapproche cette somme de n'importe quel projet économique, même tout petit, eh bien, on peut quand même malgré tout pas dire que le coût d'une prise en charge, et donc le coût d'une vie humaine, soit excessif par rapport à n'importe quel projet économique. Pendant cette période de confinement et celle qui lui a succédé, APESA a reçu, au numéro vert d'APESA, nous avons reçu environ 700 appels, avec des plus ou moins fréquents selon les jours. Ce qui est assez surprenant, c'est que finalement les week-ends, il y a eu peu d'appels, alors que classiquement, on sait que les week-ends, c'est toujours des moments un peu difficiles, mais il y a eu assez peu d'appels pendant les week-ends. Et nous avons pris en charge 263 personnes qui viennent s'ajouter aux autres personnes qui sont prises en charge par le reste du réseau APESA. Et donc, depuis le début de l'année, au sein du dispositif APESA, évidemment, je n'arrive pas à retrouver mes chiffres, nous avons pris en charge 587 personnes depuis le début de l'année. Bon, je rappelle que derrière ces unités, il y a à chaque fois une vie humaine, alors qu'à la même période l'an dernier, nous avions pris en charge 400 personnes. Voilà, alors je vous laisse apprécier ces chiffres. Ils ne sont pas d'ailleurs voilà, on voit bien que c'est pas un phénomène de masse, mais c'est pas parce que on n'est pas dans un phénomène massif, eh bien qu'il ne faut pas pour autant ne pas se préoccuper de ces entrepreneurs qui, contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut penser, ne sont pas surtout intéressés par l'appât du gain et l'intérêt exclusif de leurs intérêts, si je puis dire, excusez-moi pour cette répétition, mais qui ont surtout un grand sens du sacrifice, parce qu'ils travaillent beaucoup. Et c'est vrai qu'en travaillant beaucoup, eh bien, certains, peut-être inconsciemment d'ailleurs, pensent que puisqu'ils ont travaillé beaucoup, puisqu'ils ont tout donné, un jour il y aura une forme de reconnaissance, qui ne vient pas toujours d'ailleurs dans le cadre d'une rémunération, parce que je sors d'audience aujourd'hui au tribunal de Saintes, et on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui ne se payent pas.
pour payer leurs salariés, c'est une réalité. Voilà. Et donc, lorsque cette reconnaissance ne vient pas, eh bien, il ne faut pas s'étonner que certains finissent parfois par être traversés par des idées noires. Et c'est vraiment dans ces moments de solitude, eh bien, qu'il faut leur venir en aide. Voilà, en résumé, je ne veux pas déborder sur le temps qui m'est imparti. Je peux dire que pour faire un peu de droit, je pense qu'il faut rappeler que on parle en droit pénal notamment de l'élément moral de l'infraction. Je dirais qu'en matière de procédure collective, il faut ne pas oublier l'élément psychologique de la défaillance, qui est un mot. Alors, derrière défaillance, on n'est pas très loin du mot faillite, qui a peut-être un peu malheureusement été employé par le président de la République. C'est vrai que c'est un terme générique qui sert de repoussoir, qui fait un peu peur. Mais moi, j'aime bien malgré tout cette proximité entre ce mot faillite et le mot défaillance. On parle des défaillances d'entreprise. Et il faut ne pas oublier que quand l'entreprise est défaillante, eh bien, on a parfois des entrepreneurs défaillants, c'est-à-dire qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas à la hauteur, mais ils doivent représenter 0,5% des entrepreneurs en difficulté. Mais en revanche, il y a parfois des entrepreneurs qui défaillent. Et donc, il me semble en tout cas, et nous sommes nombreux à le penser, y compris des procureurs de la République, que c'est dans ces moments qu'il faut que des structures, des dispositifs, pour envisager d'ailleurs un meilleur rebond, que des dispositifs leur viennent en aide. Ce que j'ajouterais, ce qui est intéressant aussi, parce que se préoccuper de psychologie, on pourrait penser que c'est un peu éloigné du domaine juridique et que finalement on est dans la confusion mentale, dans la confusion un peu de tous les domaines, ce qui peut être préjudiciable. Et à mon avis, c'est exactement le contraire. Mais en revanche, ça amène à se préoccuper d'abord de l'effet des difficultés, l'effet produit par les difficultés sur la psychologie du dirigeant, et également se préoccuper de ce que l'absence de connaissance des procédures produit sur la psychologie d'un entrepreneur. Jean-Luc Douillard vous l'expliquera encore mieux que moi, mais ce qui caractérise une crise suicidaire, c'est qu'on ne trouve pas de solution. Et quand on ne sait pas, en fait, ce qu'on peut mettre en œuvre quand on est face à cette difficulté, et que personne nous a jamais expliqué, qu'on n'a jamais été confronté au témoignage d'un entrepreneur qui avait été confronté à une procédure et qui finalement s'en était sorti, avait pu rebondir, etc. Eh bien, quand c'est l'inconnu et quand on est face à l'inconnu, eh bien, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Tout l'intérêt, Marc. Je me permets de vous couper, je dis tout l'intérêt donc de cette journée, on est vraiment sur la prévention de la crise suicidaire. C'est pour ça que c'est très intéressant de parler de la santé du dirigeant, parce qu'en général, quand la santé d'entreprise se dégrade, celle du dirigeant aussi. Et donc il faut un peu inverser les choses et dire aux dirigeants, quand les difficultés de votre entreprise sont graves au point d'atteindre votre santé, il faut vraiment vous en préoccuper, parce que ce qui est important et fondamental, c'est vous. Oui. Voilà. Alors, si je peux... L'important, l'économie, l'entreprise, c'est très bien, mais sacrifier sa vie pour une entreprise, on peut considérer que c'est glorieux, mais malgré tout, quand même, rien ne vaut la vie, et faisons quand même attention, et surtout faisons attention collectivement pour aider quelqu'un qui traverse des moments difficiles à rebondir. Ça rejoint malgré tout peut-être un peu la problématique et ce qui fait je dirais, la structuration du chef d'entreprise qui, par nature, est indépendant. Et donc, il faut apprendre qu'on peut aussi être indépendant, mais dans certaines situations, faire intervenir un tiers. Il vaut mieux que ce tiers soit neutre, il vaut mieux qu'il soit bienveillant, etc. Et donc, il y a toute une nouvelle culture, en quelque sorte, qui intègre la santé, qui intègre les difficultés. Marc, désolé, on va également au service de l'économie. Pour respecter le timing, donc on va... Vous avez terminé. Super. Donc moi, je vais retenir 3 choses importantes que Jean-Luc va compléter. Donc 587 personnes de janvier à aujourd'hui. On sait que les dommages collatéraux d'un suicide ou tout du moins même d'un état dépressif, c'est environ 6 personnes autour de soi. Donc, ce qui veut dire qu'à travers ces 500 ou à peu près 600 personnes, on a à peu près délivré 3600 familles ou personnes. L'autre sujet, c'est les sentinelles, afin que chacun comprenne bien. En fonction de ce que vous nous avez expliqué, Jean-Luc interviendra certainement. Donc, les sentinelles sont des personnes comme moi, comme d'autres personnes qui sont formées au sein des tribunaux de commerce, mais pas que, dans les entreprises. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les sentinelles, aujourd'hui, elles devraient exister partout. C'est-à-dire que là, on parle du monde
monde de l'entreprise. Elle devrait être dans des établissements scolaires. On est vraiment sur l'éducation et la prévention aux souffrances, parce que le suicide, c'est dans toutes les sphères. Donc, je vais en profiter. Donc, merci vraiment. Pour tout ce qui est questions-réponses, n'hésitez pas. Nous le ferons à la fin de cette table ronde. Donc, je vais passer la parole à Jean-Luc. Donc Jean-Luc Douillard, donc je vous redis, qui aujourd'hui travaille sur la stratégie de développement des termes de Sojon. Et j'ai vu que les termes de Sojon, il travaillait justement sur tout ce qui est troubles anxiogènes, burn-out. Et finalement, l'idée, c'est, là, on vous parle de suicide, mais vous l'avez bien compris, si on vous en parle, c'est pour le prévenir. Et le prévenir, c'est bien avant. Et quand, Marc, tu dis le dirigeant, quand vous commencez peut-être à voir que ça ne va pas, moi, aujourd'hui, mon métier a été la finance, ça l'est toujours, mais je commence simplement aujourd'hui à dire aux dirigeants, quand votre santé ne va pas bien, commencez par soigner votre santé, vous verrez que votre porte-monnaie ira beaucoup mieux. Donc, Jean-Luc, je te passe la parole pour nous parler un petit peu de la suite, en tant que cofondateur d'Apesa, aujourd'hui, un petit peu où on en est et tout ce que tu as à nous témoigner par rapport à cette situation très critique. D'accord. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, il n'y a pas de souci, on t'entend bien. Très bien. Donc, bonjour tout le monde, je suis désolé de ne pas être en visio, je vous vois sur mon ordinateur, mais visiblement on ne peut pas me mettre en... C'est pas grave, donc je vais compléter ce qu'a dit Marc. Bonjour Marc, on s'est pas vu aujourd'hui, donc évidemment il a été très complet. On m'entend pas? On t'entend. Ah d'accord, ok. Donc, simplement rappeler quelques éléments de contexte avant de parler un petit peu des perspectives et de ce que, effectivement, cette expérience m'a donné moi aussi à développer aujourd'hui au terme de Sojon de manière très complémentaire sur des prises en charge peut-être globales, sur de la formation, des stages à destination des professionnels, mais aussi des prises en charge de personnes qui vivent des moments très très difficiles dans leur parcours de vie professionnelle. Simplement compléter ce que dit Marc avec des choses très importantes pour moi, c'est que le dispositif qu'on a construit de manière assez simple, je dirais, puisqu'on n'a pas inventé la poudre, mais on a notre rencontre et puis l'association des deux mondes que l'on représentait à l'époque, le monde de la santé et surtout le monde de la justice commerciale avec Marc, a inventé un dispositif qui pourrait finalement se transférer, s'inventer dans bien d'autres domaines et avec bien d'autres publics. Donc simplement se dire qu'aujourd'hui, les souffrances que l'on rencontre nous dans ce monde du travail, particulièrement en direction des chefs d'entreprise, ce sont dans la vie quotidienne des souffrances plus manifestes qu'avant, avec des gens qui souffrent plus qu'avant et surtout des ressources de vie quotidienne qui sont moins importantes. Ça, c'est un élément majeur parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile qu'il y a quelques années d'accompagner les gens qui, dans le monde professionnel, se retrouvent en difficulté ou en grande souffrance à la suite de la perte de leur identité professionnelle. Et quand on est artisan, commerçant, professionnel libéraux et qu'on a tout investi dans son entreprise, les dommages sont multiples. Vous savez bien qu'en règle générale, quand les problématiques financières et économiques commencent à toucher une vie de famille, un couple, le couple est très vite impacté, le sommeil est très vite impacté, la relation aux enfants est très vite impactée. Ce sont des personnes qui se renferment sur elles-mêmes et qui essayent de s'en sortir en travaillant encore plus. Donc c'est vraiment des processus qui sont importants à comprendre et qui viennent certainement aujourd'hui dans la modernité, je dirais, de société, être de plus en plus évidents dans bien des domaines. Donc des professionnels qui, dans le champ de la justice commerciale, quand on a démarré, étaient très démunis face à ces souffrances-là, parce que quand on est professionnel de la justice, et particulièrement de la justice commerciale, que l'on soit avocat, mandataire judiciaire, greffier ou juge, on n'avait pas l'habitude de traiter la souffrance morale. En tout cas, on avait l'habitude de la voir, mais on n'avait pas l'habitude d'en parler et on se sentait éventuellement, certainement, pas à notre place et pas concerné par l'idée de mettre des mots sur la souffrance de l'autre. Et puis, quand on est professionnel et qu'on n'est pas dans le professionnel de santé, on trouve par expérience toujours très intrusif de poser des questions personnelles ou de mettre des mots sur de la souffrance de quelqu'un qu'on a en face de soi. Et même quand on est professionnel de santé, c'est pas simple de dire à quelqu'un est-ce que tu souffres et de quelle façon je pourrais t'accompagner. Donc c'était un enjeu important, mais ça reste un enjeu important de société dans beaucoup de domaines. L'autre réalité, c'est qu'on a eu et on continue à se confronter à la nécessité et du côté des acteurs, je dirais professionnels, bénévoles comme les juges, et du côté des chefs d'entreprise, à encore des idées reçues et des représentations qui sont très fortes sur la façon dont on peut, d'une part, montrer ou exprimer sa souffrance, d'autre part, la voir, éventuellement la nommer et l'accompagner. Troisième élément important, c'est que les identités professionnelles, quels que soient nos métiers aujourd'hui, ont pris une telle part dans nos vies
quand on est en difficulté dans sa vie professionnelle, on a le sentiment que tout s'effondre et qu'on est plus digne de continuer à assumer ses autres identités. Ce qui n'était pas vrai il y a 20 ans, parce que quand il y a 20 ans, on était en difficulté dans son travail, on avait quand même d'autres ressources de proximité, on avait des perspectives de retrouver du travail, peut-être de changer de métier. Enfin, je trouve que c'était quand même, face à des mêmes difficultés, beaucoup plus de ressources. Et puis, la place du travail prenait peut-être, avec les outils numériques, les mails que l'on reçoit, les textos que l'on reçoit tout le temps, on est en permanence connecté à la vie professionnelle et ça pose aussi des dommages dans l'organisation de la vie personnelle et les moments de répit que l'on pourrait avoir pour supporter les difficultés ou les enjeux professionnels. L'autre réalité, et Marc on l'a un petit peu évoqué, à laquelle il fallait que l'on réponde, c'est que les services publics sont malheureusement d'une part surchargés par des demandes de prise en charge psychologique ou de prise en charge psychiatrique pour les centres médico-psychologiques qui dépendent, je vous rappelle tous en France, de services de psychiatrie, à essayer d'inventer un dispositif qui soit une alternative à l'hospitalisation et à la prise en charge psychiatrique, parce que finalement les souffrances morales des dirigeants, ça n'est pas de la pathologie, c'est plutôt très légitime et très normal de souffrir, d'être en difficulté dans sa vie professionnelle quand on a tout investi et sa vie professionnelle, sa vie personnelle, c'est bien, son histoire, le temps que l'on n'a pas passé avec ses enfants et que l'on a le sentiment que rien ne peut exister après la fermeture de l'entreprise. Et l'autre réalité, c'est qu'il a fallu expérimenter un dispositif à destination de personnes qui, comme bien d'autres domaines, sont tellement démunis psychologiquement qu'ils sont atteints aussi somatiquement, c'est-à-dire le corps est aussi très très atteint, la tête ne peut plus penser, le sommeil est très vite impacté, l'alimentation est très vite impactée, on a des troubles de l'humeur, on a des angoisses massives, on a des terreurs nocturnes, on a des crises d'angoisse qui provoquent effectivement des comportements inadaptés, on a des moments de sidération. Vous voyez, c'est un tableau clinique quand même qui se rapproche beaucoup du psychotrauma. Parce que je pense, moi, qu'un chef d'entreprise qui a tout investi, quel que soit son statut, et qui est face au risque de cessation de paiement et donc de liquidation judiciaire de son projet, donc de son bébé, comme disait Marc, il est face à un traumatisme terrible. Et pour pouvoir restaurer le traumatisme, il faut déjà qu'on arrive à le nommer et il faut que l'on puisse avoir des personnes qui acceptent d'en parler et qui acceptent effectivement d'orienter vers des dispositifs de soins. Donc ça, c'est la deuxième chose. L'autre frein ou l'autre difficulté, c'est la représentation qu'ont les chefs d'entreprise sur eux-mêmes. C'est-à-dire à partir de quand on est dirigeant et qu'on a l'habitude de prendre des responsabilités, de s'engager, de tout investir, d'anticiper, d'emprunter et de convaincre que notre projet est viable, à partir de quand on commence à avoir des difficultés, on accepte l'idée d'être fragile et l'idée de demander de l'aide à quelqu'un. Et puis, même si on accepte l'idée de demander de l'aide à quelqu'un, à qui on va demander de l'aide dans les liens de proximité? En famille, certainement pas, parce que c'est compliqué, et puis on n'a pas envie d'embêter tout le monde avec ça. Et puis, de toute façon, comme on se renferme un petit peu et qu'on ne sait pas trop comment le dire, on finit par ne plus rien dire du tout, tellement on est sidéré dans ses pensées. Dans l'entourage professionnel, on ne veut surtout pas le dire, et dans certains milieux, entre les collaborateurs ou les autres partenaires qui sont aussi des concurrents, ça ne se dit pas. Et vous voyez, donc, en fait, à qui on s'adresse? Il n'y a pas de service de santé au travail dédié aux dirigeants, il n'y a pas de rendez-vous régulier d'un médecin qui appelle le dirigeant en disant écoutez, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, quand est-ce qu'on peut se rencontrer, faire le point sur votre projet professionnel. Vous voyez, ça n'existe pas, ça. Donc finalement, on a des personnes qui vivent des dommages psychologiques très durs face à un événement traumatique majeur qui les impacte dans leur pensée, mais aussi dans leur corps, sans forcément avoir autour des interlocuteurs qui vont se préoccuper de ça, et en tout cas aller vraiment vers eux. Donc il y a ce rapport affectif et ces dommages corporels et ces dommages psychiques qui sont à prendre en considération, mais encore faut-il qu'on ait dans la proximité des personnes qui repèrent. Donc, ce qu'a apporté APESA, entre toutes les associations qui, comme la CCI et de nombreuses autres associations ou structures, accompagnent la création d'entreprises, la formation continue, et éventuellement les problèmes de gestion, voilà, de finances et autres. Et puis les associations qui derrière, comme 60 000 rebonds, ECTI, travaillent sur le rebond, bien nous, on a pris une place qui est particulière parce que si on veut rebondir, il faut qu'on ait des capacités de pensée. Si on veut repasser un autre projet, si on veut traverser le tsunami que représente la liquidation judiciaire, il faut qu'on soit un peu réanimé psychologiquement, et je vais aller plus loin, réanimé physiquement. Oui. Mais si on est réanimé psychologiquement, on va retrouver le sommeil assez vite, un petit peu plus en tout cas, et donc le corps va aussi avoir des répercussions très fortes. Donc vous voyez, on a essayé de coller quelque chose qui permette
donc dans la proximité, de repérer le plus tôt possible par l'acceptation de mettre des mots sur des souffrances qui sont inaudibles, qui sont invisibles et qui sont silencieuses, parce que finalement, comment est-ce que quand on a la représentation d'être quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui s'engage et qui a des responsabilités, comment est-ce qu'on assume l'idée d'être fragile? Donc c'est ça la problématique. Jean-Luc, je vais rebondir. Oui. Donc je vous coupe parce que je ne sais pas si vous arriviez à la fin de ce que vous souhaitiez nous dire. En tout cas, ce que vous dites, c'est effectivement, je crois qu'en 2020, aujourd'hui, le dirigeant doit comprendre qu'il peut être en crise psychosociale et en crise psychotraumatique suite à ce que l'on vient de vivre avec le Covid et qui continue, et que c'est pas parce qu'on est dirigeant qu'on doit porter tout, et qu'on doit s'autoriser à s'oublier, à oublier sa vie, sa famille, perdre sa vie à la gagner, ça n'a aucun sens. Donc les dirigeants… Oui, mais ça, Muriel, c'est facile à dire, mais oui, c'est pas facile à vivre, c'est pas facile de contourner ça. Et c'est pour ça que APESA est là, alors APESA, les CCI, et tout le monde. Enfin, je veux dire, chacun d'entre nous, moi, ce que j'ai envie d'attirer, c'est d'ailleurs, le Code du travail le dit bien, au début, c'était juste la responsabilité pénale de l'employeur, de porter secours à des salariés défaillants. Peut-être que le Code du travail devrait aussi dire, donc aujourd'hui, il s'est élargi en disant que entre collègues, on doit aussi être capable de se sauver la vie. Mais moi, j'aimerais dire aussi, c'est qu'entre employés et employeurs, on peut être capable de sauver la vie de notre patron. Et pour les petits patrons tels que les agriculteurs, le boulanger qui est venu vous voir et autres, ces gens-là, ils n'ont personne pour les soutenir. Donc, ils ont du monde autour d'eux. Maintenant. Ils ne les sollicitent pas parce que c'est difficile de solliciter des gens quand on est en difficulté et quand on souffre psychologiquement. D'accord. Ce que j'ai, moi, découvert, ce que je peux, pour terminer et compléter… Voilà, on va terminer parce que… là-dessus, c'est que la suite, par exemple, c'est qu'à partir du moment où c'est un psychotrauma majeur et que l'on est repéré comme étant en difficulté, il y a vraiment une mise en route de beaucoup d'outils. Donc nous, les 5 consultations et puis les 3 consultations dans le cadre de la crise Covid permettent de relancer un peu les processus de pensée et de pouvoir accéder un petit peu plus à, par exemple, ce que l'on fait effectivement ici, de permettre de traiter et le corps et l'esprit avec des supports qui peuvent être comme chez nous la balnéothérapie, mais il y a d'autres supports ailleurs aussi qui sont très intéressants pour traiter et le corps et l'esprit. Exactement. Donc Jean-Luc, pour compléter, donc on sait que les questions-réponses seront un peu à la fin. Fabien Paul de la CCI de Nice va nous parler justement du réseau APESA 06, réseau PACA, pour nous faire un état des lieux. Voilà, Fabien, je laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Muriel. Oui, donc Fabien Paul, donc moi je suis membre élu de la Chambre de commerce de Nice et président délégué d'APESA 06, puisque c'est l'association qui couvre le département des Alpes-Maritimes. Moi je suis toujours assez ému quand j'écoute Marc Bignet, quand j'écoute Jean-Luc Douillard, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vraiment je voudrais les féliciter de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont mis en place, de manière totalement désengagée, de manière bénévole. Donc ils ont pris en compte la problématique de l'entreprise, de ces chefs d'entreprise. Ils l'ont dit et… Ils l'ont dit, pardon, parce que j'avais l'écho là du téléphone. Ils l'ont dit, c'est vrai que on prend en compte la santé financière de l'entreprise, mais la santé du chef d'entreprise, c'était moins le cas. Et moi, je peux parler en tant que ex-président de juridiction à Nice. Marc avait un rôle toujours greffier du tribunal de commerce de Saintes. Moi, j'étais président du tribunal de commerce de Nice. Et c'est vrai que cet outil, il nous manquait vraiment. Voilà. C'était très très important qu'on puisse avoir cet outil, et encore bravo à Marc et à Jean-Luc de l'avoir mis en place, l'association APESA nationale. Parce que très franchement, moi, quand je voyais sortir certaines personnes de la salle du conseil, quand ils venaient déposer le bilan, quand ils venaient nous dire qu'ils avaient des problèmes à titre personnel ou quoi, quand on les voyait sortir, on avait vraiment l'estomac noué parce qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient devenir. On ne savait pas du tout quel était leur état psychologique. Enfin, on voyait bien qu'il y avait quand même des soucis graves et on n'était pas des psychologues, on n'était pas du tout armés
armés pour faire quoi que ce soit. Voilà. Et là, grâce à APESA, on a la possibilité de leur tendre la main et c'est très important. C'est d'autant plus important conjoncturellement parce que j'ai reçu une alerte, les Échos, là, il y a quelques minutes, où ils disaient que justement, un des risques du coronavirus, c'était le risque économique, mais c'est aussi un risque de santé parce qu'on sait que quand il y a une augmentation de risque, de défaillance d'entreprise, de perte d'emploi, de perte de statut social, il y a une augmentation du nombre de suicides en France. Hein, vous pouvez vous connecter sur l'excellent site Les Échos, vous verrez l'alerte. Hein, c'est très important. Ils savent que statistiquement, il y a une augmentation quand on a une période de crise. D'où l'importance, nous, d'être là, d'avoir les capteurs en place, d'avoir nos sentinelles en place qui sont capables de détecter ces chefs d'entreprise qui sont en souffrance. Moi, je me souviendrai toujours, hein, c'est de cette commerçante quand j'étais président, qui était venue déposer son bilan de son commerce. C'était du mobilier pour chambre d'enfants. On l'a soutenue à bout de bras. Elle avait tout pour réussir, hein. Enfin, pour réussir, en tout cas pour ressortir de sa crise. Et bon, un beau matin, à 10h, elle recevait un huissier, à 11h, elle a pris la laisse de son chien, elle s'est pendue, quoi, c'est tout. Et nous, on n'a pas pu le voir, on n'a pas pu le détecter, et on n'était pas formés pour ça. Et moi, ça m'a créé un vrai traumatisme, et c'est pour ça que j'ai donné l'impulsion pour que APESA 06 soit créé. Donc, on a pris contact avec Marc Bignet, et on a monté cette association. Marc et Jean-Luc sont venus former des sentinelles ici sur le département des Alpes-Maritimes et maintenant on est structuré pour pouvoir en tout cas détecter et être armé pour tendre la main à ces chefs d'entreprise. Voilà, moi je voulais surtout vous donner ce témoignage assez factuel et assez concret de l'application d'APESA sur un territoire qui comprend 4 tribunaux de commerce, celui de Nice, de Grasse, d'Antibes et de Cannes. Alors, le recul qu'on a, c'est vrai que la première année, hein, puisque bon, on a maintenant un peu plus de 2 ans de recul, mais la première année, avec Marjorie Bourse qui s'occupe d'APESA et Roxana Murat qui s'occupe d'APESA avec moi, on avait budgété 20 dossiers. On a budgété 20 dossiers, on en a fait 34. Voilà. Et là, le recul qu'on a sur le début d'année, on s'aperçoit que déjà à aujourd'hui, et j'ai encore reçu une alerte aujourd'hui, on est à 20 dossiers. À 20 dossiers, et on sait que le reste de l'année, si je me réfère au site Les Échos, on risque, pardon, excusez-moi, on risque d'avoir quand même aussi pas mal de demandes. Donc on est relativement inquiet et on sait en tout cas que ça fonctionne. Et moi je voudrais rajouter ça, c'est-à-dire que, alors peut-être de temps en temps, on envoie à APESA, peut-être des gens un peu rapidement, ou peut-être ils avaient un coup de mou, ils nous ont dit des choses et puis on est allé, mais bon, il n'y avait peut-être pas un risque. Mais je suis sûr, en tout cas, alors, si je prends à l'échelle des Alpes-Maritimes sur les 34 dossiers de l'année dernière, je suis sûr et certain qu'on a sauvé des vies. Voilà. Et quand on prend les statistiques nationales, quand Marc Bignet et Jean-Luc Douillard nous parlent des statistiques nationales, du nombre de dossiers qu'on fait, c'est sûr et certain qu'on a sauvé des centaines de vies. Voilà. Et c'est ça qui est important, hein, c'est-à-dire pouvoir tendre la main à ces chefs d'entreprise et qu'on puisse avoir la satisfaction d'avoir sauvé des gens, de les avoir remis dans le chemin, on l'espère en tout cas, de la réussite. En tout cas, ils se portent mieux psychologiquement, ils sont capables peut-être de ne pas retourner dans l'entreprise, mais d'avoir un poste plus de salariés et en tout cas d'être beaucoup plus, enfin en tout cas voilà, de ne pas avoir tenté la dernière extrémité. Voilà. Donc c'est concret, nos sentinelles sont en place, on est très très attentif pour l'avenir, pour les mois qui viennent. En tout cas, on est armé maintenant pour pouvoir répondre à cette problématique très très importante qui est de pouvoir épauler en tout cas les chefs d'entreprise quand ils ont vraiment un problème psychologique grave. Voilà, ce que je voulais dire, c'est vous donner un peu le recul et la hauteur de vue en tout cas de APESA 06 qui a été mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Voilà, cher Muriel. Voilà, donc on va continuer maintenant cette table ronde avec Jean-Claude Elgène.
Jean-Claude, tu es là? Oui, je suis là, oui. Alors, donc Jean-Claude Delgen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cofondateur du cabinet Technologia. Cabinet Technologia, qui est un cabinet agréé par le ministère du Travail, qui est en charge des évaluations, de la prévention des risques liés on va dire aux risques professionnels, mais surtout 30 ans, ce cabinet qui travaille sur le suicide, les RPS. Donc au début, on commençait par le burn-out, maintenant on en est au suicide. Jean-Claude, l'année dernière, en mai 2019, il y a eu un gros colloque que Technologia a mis en place avec 27 propositions que j'ai notées qui sont sorties sur différentes tables rondes. Et pour en dire un petit peu plus, donc Jean-Claude nous en parlera un petit peu plus tard, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le 10 septembre, donc journée de la prévention du suicide. Et donc, il y a eu un appel des 44, qui date environ maintenant peut-être de 5 ans, je crois, ou peut-être plus, où il y avait eu 44 personnes, dont la première personne était Michel Debout, et la 44e était monsieur Jean-Claude Delgen. Et ces deux messieurs, avec les 43 autres et bien plus, sont des personnes qui ont fait de sorte à ce qu'il y ait l'Observatoire du suicide. Et aujourd'hui, la journée mondiale du suicide et aussi, on va dire, une continuité de cet élan, tout du moins sur notre territoire. Donc Jean-Claude, je vais tout simplement te laisser la parole pour nous parler un petit peu plus précisément, parce qu'on l'a bien dit, en fait, déjà, jusque-là, c'est un peu tabou de parler du suicide, mais nous, justement, on en parle parce que non seulement il n'y a rien de tabou, mais c'est surtout, il faut en parler. Souvent, les gens ont des idées reçues. Et je vais te laisser tout simplement nous présenter tout ce qui est important à savoir, et que l'on soit dirigeant, entrepreneur, manager, étudiant, enfant, peu importe. Voilà, je te laisse la parole et merci d'être avec nous. Merci Muriel. En introduction, je dirais qu'on est dans une période assez compliquée aujourd'hui, complexe, puisque les effets de la pandémie, à la fois sur le plan économique et à la fois sur le plan social, contribuent à la remontée des crises suicidaires dans notre pays. J'ai entendu tout à l'heure l'intervention de mon ami Marc Bignet, qui lui, de son point de vue, de sa fenêtre en termes sociologiques, constate y compris les ravages de cette situation sur l'état d'esprit, sur le moral des entrepreneurs. Je constate, moi, de mon côté, au niveau des salariés, en particulier au niveau de ceux qui perdent leur emploi, de ceux qui sont licenciés, une situation équivalente, c'est-à-dire avec le fait que l'inactivité forcée, la perte du travail, la perte, je dirais, de l'activité, contribue à une envolée des crises suicidaires. Alors, c'est cette envolée qui est manifeste. Nous, on échange beaucoup avec, par exemple, les pompiers, les médecins urgentistes du SAMU ou des pompiers. Ils vous confirmeront. Depuis maintenant à peu près 2 mois, on a une situation qui commence à être véritablement significative. On a une remontée des crises suicidaires. Alors, c'est assez historique, ce phénomène. On l'avait vécu déjà en 1929 lors de la grande crise, puisque en 31-32, on avait assisté à de nombreux passages à l'acte. On l'a vu par exemple en Grèce dernièrement avec la crise de Grèce. La Grèce est un pays qui est vraiment épargné par les crises suicidaires. C'est un des pays où on se suicide le moins en Europe, et pour autant, avec cette crise économique, on a pu voir la remontée des passages à l'acte suicidaire en Grèce. De même, en 2008, 2009, 2011, en Angleterre, la grande crise anglaise a conduit à, y compris, élaborer des indicateurs assez précis, puisque on s'est aperçu que globalement, quand le taux de chômage augmentait de 10%, il y avait un corollaire avec la progression du taux de passage à l'acte de 1,2%. Donc, on voit bien que la situation... Oui. Jean-Claude, je te coupe justement. Tu parles de taux de chômage, c'est pour enchaîner. Enchaîner justement sur ce qu'on voit en ce moment à l'écran, là, ta proposition, la proportion en fait de taux de suicide, on va dire, sur notre territoire. Et on voit qu'aujourd'hui, les chômeurs sont à 30%. Ouais, et voilà, donc... Le chômage, en clair, a une double, un double effet. Le premier, bien sûr, on perd sa rémunération, donc future, et la perte d'emploi conduit à la perte de rémunération et peut conduire
au surendettement. On passe de la dette au surendettement. 37% des chômeurs, en fait, ont peur de glissent dans le surendettement, en fait, glissent dans le surendettement. Et le surendettement, comme vous le savez, est un facteur significatif de passage à l'acte suicidaire. Quand la personne ne peut pas faire autrement, elle se dit comment je fais, je suis coincé. Il faut savoir que le suicide n'est pas un choix. Le suicide, c'est une solution parce qu'on n'a pas de choix. C'est une alternative au non-choix. Vous voyez, donc il faut bien comprendre cet aspect-là. Et la prévention consiste justement à bien expliquer aux uns et aux autres qu'il y a toujours le choix de faire autrement, que la situation, il y a des alternatives. Voilà. Donc, alors ce que je voulais dire aussi, peut-être en entrée, c'est de préciser un peu les choses. Nous avons 10 000 suicides chaque année en France, avec un taux de suicide qui est supérieur à 13 000 à 13 pour 100 000 habitants, 13 pour 100 000 habitants, alors que par exemple l'Espagne, l'Italie sont à la moitié et l'Angleterre aux alentours de 10. Donc on a une marge de progression qui pourrait être considérable si tant est qu'on se préoccupait de la question. Deuxième aspect, nous avons 120 000 tentatives de suicide chaque année en France, 120 000, avec à peu près 160 000 passages aux urgences. Pourquoi? Parce que les personnes font plusieurs tentatives. Et sur ces 120 000, ce qu'il faut savoir, si on rajoute les 120 000 aux 10 000 décès, on voit que nous avons un halo suicidaire qui touche à peu près 3 à 4 millions de personnes dans le pays. Pourquoi 3 à 4 millions? Parce que chacun d'entre nous est en contact environ avec 20 à 25 personnes. Et donc, on se retrouve très vite avec un halo suicidaire, des gens qui sont touchés, des gens qui sont concernés directement par le suicide. Et rien n'est fait au niveau gouvernemental depuis de nombreuses années pour traiter cela. Vous voyez, par exemple, on vient de dégager 100 milliards pour relancer l'économie, ce qui est très bien. On n'a absolument rien sur l'accompagnement des personnes. On n'a aucun comité mis en place il y a un comité médical avec des virologues, des épidémiologistes, etc. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de comité médical avec des psychiatres, avec des infirmières, avec même des familles pour parler à la nation, pour expliciter, pour renforcer, pour traiter ces cas de pathologies qui suivent le Covid. Voilà, donc c'est important de préciser cet aspect-là. Les personnes qui sont suicidées et les suicidants, celles qui ont fait en fait une tentative de suicide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la crise, le Covid, conduit aujourd'hui à l'augmentation assez significative des suicidaires, c'est-à-dire des gens qui ont des idées suicidaires, mais qui ne passent pas à l'acte. Et là, on considère que c'est à peu près 20% de la population qui a des idées parfois suicidaires. Eh bien, on a une progression systématique avec la crise économique et sociale. Par ailleurs, Jean-Claude, excuse-moi, je te coupe, c'est très très bien ce que tu viens de nous exprimer et justement ce qui serait intéressant c'est de nous dire pour toi quels sont les signes à reconnaître en fait, les signes avant-coureurs et aussi de dire que quand on dit qu'il y a de l'hérédité, si j'ai fait une tentative de suicide, bien sûr qu'il y en aura une autre, c'est à ne pas négliger et aussi comment on peut reconnaître les signes. Explique-nous. Pour vraiment bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, la problématique suicidaire, il faut comprendre qu'elle s'organise en différentes phases. Ces phases, dans leur déroulement, peuvent varier de 4 mois, de 2 à 4 mois jusqu'à plusieurs mois, parfois même 2 ans. La première phase, c'est l'épreuve. L'épreuve, on peut être confronté à une épreuve, voire à des épreuves multiples. Par exemple, on l'a vu avec Marc tout à l'heure, la perte de son entreprise par le chef d'entreprise, c'est une épreuve qui peut se combiner, le dépôt de bilan se combine très souvent avec parfois le divorce, voire la dépression. Vous voyez donc l'épreuve. Chaque individu est plus ou moins armé pour faire face à l'épreuve. S'il n'y arrive pas, la personne va rentrer dans la deuxième phase. Elle va rentrer dans ce qu'on appelle le flash suicidaire. C'est-à-dire que l'idée du suicide va apparaître pour peut-être être considérée comme une solution parmi d'autres. Là, le flash suicidaire n'est pas encore vraiment, je dirais, déterminant et la personne peut, bien entendu, encore une fois, sortir de cette situation. En revanche, si les problèmes durent, si elle est toujours enfermée dans des dilemmes et dans des injonctions contradictoires, la personne va commencer à broder, à faire ce qu'on appelle une idéation suicidaire. C'est-à-dire qu'elle va
considérer que l'acte suicidaire peut être la solution. Et plus le temps passe, là c'est la quatrième phase, elle va donc être dans la rumination, c'est-à-dire elle va ressasser cette idée-là, elle va imaginer toutes les solutions et elle peut être ensuite dans la dernière phase, dans ce qu'on appelle la cristallisation, c'est-à-dire que là, elle élabore un scénario avec une temporalité, avec un moyen létal retenu pour passer à l'acte. Et là, effectivement, la phase de rumination, les deux dernières phases de rumination et de cristallisation, je ne sais pas si on les voit à l'écran, oui. Sont les deux phases les plus terrifiantes et il faut effectivement essayer d'éviter d'en arriver jusque-là. Alors, ce que l'on peut dire en matière de prévention, c'est que le choix suicidaire, jusqu'à la dernière minute, peut être inversé. Je parle aux gens qui nous écoutent. Jusqu'à la dernière minute, on peut faire changer quelqu'un d'avis. Pourquoi? Parce que la personne, elle est enfermée à la fois, bien sûr, dans cette idée de passer à l'acte suicidaire, mais cette idée est aussi très angoissante, très porteuse d'anxiété. Donc, on peut, si on fait preuve d'attention, de bienveillance, si on va chercher la personne, si on s'intéresse à elle, on peut vraiment parfois désamorcer un processus suicidaire. Et je dis ça pourquoi? Parce que on nous dit souvent, je vais revenir à la question sur l'hérédité, on nous dit souvent, oui, quelqu'un qui a décidé de procéder à un passage à l'acte suicidaire, on ne peut rien faire. Non, au contraire, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut aborder la question de la prévention du suicide avec la personne, il faut lui poser directement la question pour pouvoir savoir si elle a des idées suicidaires, lui montrer de l'attention, lui dire mais est-ce que tu as pensé à cela? Il ne faut pas, je dirais, hésiter à poser la question pour apporter une réponse. La réponse, elle peut être en fonction de la situation, si c'est oui, si c'est non. Si c'est oui, effectivement, il faut peut-être en avertir ses proches, si on n'est pas proche de la personne. Il faut peut-être saisir le médecin, un psychiatre. Il faut parfois faire hospitaliser la personne, mais il ne faut pas la laisser dans une situation, je dirais, de suspension dans ce scénario suicidaire. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est là le propre de la journée que nous connaissons aujourd'hui, de la journée mondiale de prévention du suicide, c'est que si vous avez une communication à faire, il ne faut pas faire de communication en recherchant le côté sensationnel du suicide. Il faut éviter d'être dans des aspects concrets lorsqu'on parle du suicide, c'est-à-dire expliquer quelle modalité a été retenue pour passer à l'acte. En revanche, parler de solutions alternatives, parler par exemple donner des exemples de situations qui ont abouti à sauver des gens, c'est très utile. Je vous donne un exemple pour être plus concret. Il y a quelque temps, en Californie, une jeune femme, une jeune adolescente, sortie de l'adolescence, a essayé de se donner à mort. Puis elle a survécu et tirant les enseignements de ce qu'elle avait vécu, elle a voulu aider d'autres personnes qui étaient dans la même situation qu'elle. Et dans cette région, en Californie, près d'Oakland, il y avait un pont où il y avait beaucoup de personnes qui se donnaient la mort. Bon, elle est allée sur ce pont à plusieurs reprises, elle y allait régulièrement, et sur ce pont, elle collait des post-it, elle laissait des messages d'encouragement, elle demandait aux gens de ne pas passer à l'acte, elle donnait son téléphone pour que éventuellement les gens l'appellent. Elle manifestait véritablement jusqu'au bout la joie de vivre pour essayer de sortir les personnes de cette situation, je dirais, morbide. Et eh bien, l'histoire veut qu'un grand nombre de personnes ont échappé ainsi à passage à l'acte suicidaire et ont remercié sur Facebook, sur YouTube, cette jeune femme pour l'acte qu'elle avait fait. Voilà, simplement pour vous dire que lorsque l'on est dans cette situation d'écoute aux autres, d'empathie, de compassion, de bienveillance, on peut, là où on est, vraiment faire un gros travail pour éviter les drames suicidaires. Autre chose, autre aspect, autre levier pour éviter ces passages à l'acte suicidaire, c'est le travail en entreprise. Alors on est au niveau de la CCI, alors ça concerne plutôt les petites entreprises, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute entreprise, tout secteur public, toute association sera confrontée à un moment ou à un autre à un acte suicidaire. Pourquoi? Parce que tout simplement le travail est central dans nos vies.
aujourd'hui, l'individu souffre beaucoup d'un sentiment d'appartenance qui s'étiole. Pourquoi? Parce que les grandes idéologies sont tombées, parce que les familles n'ont plus la même capacité d'entrain et de soutien qu'elles avaient il y a quelques dizaines d'années, etc., etc. Donc, aujourd'hui, le travail est devenu central dans l'existence pour les gens. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le travail a une telle importance, la centralité du travail, quand les gens sont mal au travail, lorsqu'ils perdent leur travail, lorsqu'il y a des problèmes de harcèlement, de burn-out au travail, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, toutes ces causes qui altèrent le travail font que le travail peut être moins protecteur qu'il ne l'était auparavant. Et donc, il faut faire attention. Et donc, au niveau du travail, on peut très bien développer des problématiques de protection, des problématiques de prévention. Et je le dis, moi, très souvent aux dirigeants d'entreprise, aux représentants salariés, aux syndicats, il faut mettre en place à froid des mécanismes de prévention. L'idée, c'est pas de dire est-ce qu'il y aura ou pas. On sait qu'il peut y avoir, donc il faut se préparer à une crise suicidaire. Et c'est en se préparant à cette crise suicidaire, en voyant qui sera responsable, en voyant comment on va réunir les gens suite à la crise, en voyant comment on agira par rapport aux familles, comment on agira par rapport aux médias, comment on agira par rapport aux salariés. C'est en prenant toutes ces problématiques, mais à froid, que justement, en mettant le débat, qu'on évite les crises suicidaires. Donc il faut se préparer, à la fois bien sûr pour faire face le cas échéant, mais c'est surtout une préparation active qui permet d'aborder et de transformer les situations de travail justement pour qu'il n'y ait pas de crise suicidaire. Et l'entreprise, c'est le deuxième lieu central pour prévenir les crises suicidaires. Troisième lieu, c'est bien entendu au niveau national, la nécessité de développer une campagne de prévention des crises suicidaires. Pourquoi? Prenons un exemple. Il y a eu depuis 92 des campagnes incessantes et récurrentes pour permettre de limiter les accidents mortels sur la route. Nous avions en 92 à peu près 12 000 morts chaque année sur la route, 12 000 décès. Sans parler des 12 000 morts, sans parler des blessés. Bon, eh bien, on est tombé aujourd'hui à entre 3 et 4 000 suivant les années. 3 ou 4 000, on a fait un effort considérable de promotion de la sécurité, pour modifier les comportements et les pratiques des conducteurs. On a sensibilisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est absolument vital et ça coûte très cher. Bon, voilà. Eh bien, on pourrait faire la même chose pour la prévention des crises suicidaires dans notre pays. Jean-Claude. Qu'a fait l'Australie, par exemple. Oui. Qu'a fait l'Autriche. Pour pouvoir, en fait, je terminerai là-dessus, réduire de 12 000 à 3 ou 4 000, de 10 000 à 3 ou 4 000 le nombre de suicides, comme le font les autres pays. En fait, en clair, on peut agir soit au niveau de l'individu, soit au niveau de l'entreprise ou du service public, soit au niveau de l'État. Il faut qu'on ait une campagne nationale récurrente de prévention des crises suicidaires. Oui, alors la bonne nouvelle, Jean-Claude, c'est que l'État a fait dans le plan santé 2022-2024, tout à l'heure on a parlé de la prévention du suicide dans le milieu carcéral, hein, donc qui a apporté ses fruits, et il y a une volonté de l'État aujourd'hui de former de plus en plus de sentinelles, déjà juste dans les hôpitaux, hein, Jean-Luc tout à l'heure parlait, faut savoir que quand même dans les services de psy, vous savez, on dit souvent le cordonnier est le plus mal chaussé, et d'ailleurs on le voit bien avec le Covid, hein, sans aller spécialement dans les services de psychiatrie, mais les plans santé ont conscience de ça. Après, il est clair qu'on n'en parle pas assez, et c'est pour ça aujourd'hui, Journée mondiale de la prévention du suicide, nous on en parle parce qu'on est acteurs sur ce sujet-là, on veut dire vraiment, vous n'êtes pas seul, il faut en parler, et si quelqu'un autour de vous… Oui. Qu'on soit très clair. Il y a des choses qui se font, mais on n'est pas du tout à la hauteur du problème. Bien sûr, bien sûr. Prenons par exemple les urgences aujourd'hui. Oui, Jean-Claude, par contre, juste, je vais devoir être maître du temps. Et en fait, je vais parler de ton livre. Donc, on le voit à l'écran. Hein, donc, n'hésitez pas, Suicide, un cri silencieux, où on démystifie justement. Hein, tout à l'heure, Jean-Claude vous a parlé de flash, de rumination. Il faut savoir, vous savez, quelquefois, on a des témoignages, hein, des personnes qui se suicident. Elles ont tout fait. Elles sont allées chez le notaire, elles ont fait le ménage, enfin, en supposant que ce soit une dame. Tout est prêt. Et quand tout à
à l'heure, il vous a dit à la dernière minute, on peut sauver la vie d'une personne. Eh bien, il suffit tout simplement que cette personne, au moment où peut-être elle avait envie de foncer dans le mur, je ne sais pas, elle voit peut-être quelqu'un qui lui sourit et tout change. Donc, un cri silencieux, suicide, un cri silencieux, écrit par Jean-Claude Delgen et co-auteur avec Michel Debout. Donc, n'hésitez pas, on le voit à l'écran. Jean-Claude, tu restes tout près de nous avec Marc et Jean-Luc. Je vais présenter moi mon intervention et puis on enchaîne ensuite avec les questions-réponses si c'est OK pour toi. Et merci à toi. Donc voilà, c'est à mon tour un petit peu de vous parler de la suite. Donc comme je vous l'ai dit, hein, donc moi le cabinet Muriel B, donc un parcours de financière. Donc il y a quelques décennies, j'étais heureuse de compter et de verser des dividendes aux dirigeants. Voilà, et depuis environ 15-20 ans, je ne comptais plus ni des beaux résultats ni des dividendes. Par contre, beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de mal-être en entreprise. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, j'ai fait le lien entre la performance et la santé des entreprises. Et c'est pour ça que j'ai jugé de bon ton, non seulement avec mon background de financière, mais de me doter un petit peu d'outils dans la santé pour voir comment aider. Donc dernièrement, effectivement, j'ai fait le DU de suicidologie, un vrai sujet, et qu'on comprend hein, la démarche, on comprend pourquoi il faut faire de l'éducation thérapeutique, expliquer aux personnes. Et en parallèle, bien évidemment, je travaille déjà beaucoup sur le coaching et l'hypnose qui pour moi est aussi un bel outil au niveau de la prévention du suicide, pardon. Donc très rapidement, j'ai mis beaucoup de choses sur les slides parce que pour les personnes qui vous regarderez les slides après, c'est un petit peu de la redite. Donc 10 septembre, hein, journée mondiale de la prévention du suicide. Sur l'écran du milieu, on reprend, hein, on sait que c'est une crise, la crise suicidaire que peuvent vivre aujourd'hui les dirigeants. Alors la crise psychosociale, c'est voilà mes soucis financiers, et la crise psychotraumatique, on va dire que c'est le Covid qui a pu amener que le dirigeant du jour au lendemain, il soit complètement déboussolé, sidération, hein, psychotrauma, hein, voilà. Donc ce qui fait que là c'est la double crise, le double effet qui se coule. Donc attention, mesdames, messieurs les dirigeants, vous verrez un petit peu les symptômes qui vont arriver derrière. Ne négligez pas, on vous en parle, c'est pas par hasard. Donc les croyances, Jean-Claude, tu l'as très bien dit, Marc et Jean-Luc aussi, hein, parler du suicide, ah bah oui, mais si je lui en parle, il va se tuer. Non, non, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous passe des messages, parce que vous n'êtes pas idiot, hein, quand on vous dit oui, mais moi demain j'aurai plus de problème, vous savez très bien lire, et bien vous savez quoi, cette personne-là, n'hésitez pas à lui dire, Jean-Claude, tu l'as dit, lui dites, ah oui, ok, tu veux te flinguer, tu veux faire comment? Et vous allez voir que cette personne-là, à partir du moment que vous lui parlez, sa langue, elle qui est prête à mettre fin à ses jours, elle a compris que enfin, il y a une personne qui arrête de faire semblant. Hein, donc ça, c'est très important. Et puis aussi, qu'est-ce qui peut mener finalement au suicide? C'est toutes les croyances hein, que l'on peut avoir. Hein. Un dirigeant, bien sûr, il est plus fort, hein, ou une dirigeante, il doit toujours avoir la tête haute. Dans la vie, il n'y a pas d'échec, hein, il n'y a que des expériences. Et on vous le rappelle, hein, on est vraiment ici pour dire, on est dans le rebond. Hein. Chaque expérience de la vie nous permet d'être encore plus fort. Hein, et rien justifie qu'on puisse voilà, passer sa vie, perdre sa vie à la gagner. Alors finalement, si on reprend, je pense peut-être les slides sont petits, mais très simplement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi vous savez, hein, j'ai accompagné les dirigeants pendant quelques décennies. Moi, je me dis, il y a 30 ans, j'aurais jamais dit à un dirigeant de se faire accompagner, de se faire coacher, parce qu'on sait qu'un dirigeant, il a de l'ADN, il est posé, il a son bébé, il va savoir s'en occuper. En 2020, je ne dis pas tout à fait la même chose. Pourquoi je ne dis pas la même chose? Parce qu'on a aussi cette législation qui fait qu'aujourd'hui, le boss, le dirigeant, il est responsable de tout. Il est responsable pénalement, il est responsable bien sûr au niveau environnemental. Hein. D'abord, vous savez quoi, on appelle ça la responsabilité sociétale de l'employeur, c'est-à-dire qu'il porte la société. Alors vous savez quoi, hein, on voit aussi que le changement de la valeur travail, aujourd'hui on est sur une valeur sécuritaire, il faut que tout soit, voilà, tout soit bien checké et comme il faut un responsable, et bien tout du moins dans le monde de l'entreprise, on dira que c'est le dirigeant. Donc ça ne fait plus sens. Moi, je ne connais aucun entrepreneur, quand bien même le boulanger, quand bien même, qui me dit aujourd'hui, parmi tous les gens que je croise, mais vraiment, je suis épanouie. J'ai vu des gens épanouis dans leur job, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut les compter sur les doigts. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant, je suis en danger?
Donc, on a des cartographies, hein. Bien sûr, on a tous des outils. Moi, je travaille avec des outils très pertinents. Donc, je vous montre sur le slide du milieu ce qu'on appelle, et ce que vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous faire de dessin, c'est le stress organisationnel. C'est quoi le stress organisationnel? C'est des sans arrêt, l'exigence, la sécurité de l'emploi, même quand je suis employeur, même quand je suis un dirigeant. Hein. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Une des bonnes raisons qu'un dirigeant, quelquefois, il n'arrive pas à quitter le bébé, mais il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire, moi qui ai été dirigeant toute ma vie, je vais peut-être avoir un statut de salarié. Donc, vous voyez, c'est très intéressant quand je vous parle de croyances, d'idées reçues. Donc, sur le tableau du milieu, on voit le trait rouge. Donc là, c'est très peu de stress. Hein. Je vous promets, moi, je vois des cartographies de dirigeants où le cercle rouge, il est à l'extrême de tout. C'est-à-dire que là, à la limite, on pourrait presque lui dire, vous êtes en phase terminale. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ça aujourd'hui qui nous importe, c'est le trait bleu. Le trait bleu, c'est les facteurs protecteurs. Donc, on a tous des facteurs protecteurs. Et tout à l'heure, quand je vous prenais l'exemple de la personne qui peut-être va se linguer, elle a tout prévu. De toute façon, le notaire, il est informé, elle a fait le ménage, tout est prêt. Eh bien, le facteur protecteur, c'est peut-être à l'instant T, elle va avoir une pensée de peut-être un enfant, je ne sais pas, ou un conjoint, ou peu importe, qui fait qu'elle ne passera pas à l'acte. Hein. Et c'est sur ces facteurs protecteurs que maintenant, on va travailler. On a tous des facteurs protecteurs. Et c'est vraiment ça qui est important et qui fera la différence. Alors, sur le troisième volet, bon, pareil, hein, c'est les symptômes du stress. Alors, mesdames, messieurs les dirigeants, n'hésitez pas quand vous commencez à manquer d'énergie, à avoir un petit peu de douleur chronique, musculaire ou autre. Bref, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais entre le stress, les symptômes physiques, les symptômes émotionnels, hein, je deviens irascible, hein, je commence à faire de l'humour noir, hein, je suis vraiment, d'abord le matin, je me lève, mais j'ai déjà envie de me coucher. Les symptômes du stress cognitif, très important puisque j'ai l'incapacité à me concentrer, je commence à avoir des problèmes de mémoire, je travaille de plus en plus, mais j'en fais de moins en moins. Et puis, bien évidemment, le stress comportemental. Alors là, on peut trouver bien évidemment des addictions, des troubles de l'alimentation, du sommeil, la procrastination, des tics, des tocs, enfin bref, tout ce qu'on veut. Donc, si vous voulez, à partir, et ça, vous le savez tous, dirigeants, parce que ça, vous les avez. Mais vous savez, moi, je vais vous dire, à partir du moindre symptôme maintenant, soyez vigilants. Commencez dès le début à vous dire non, c'est pas normal. C'est pas parce que je suis un dirigeant que je dois m'autoriser à ne plus dormir, à ne plus voir ma famille. Alors, en fait, moi, je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle. Pourquoi l'intelligence émotionnelle? Parce que c'est tout simplement ce qu'on a au cœur de nous-mêmes, c'est nos tripes. Alors, on a tous une petite boussole, vous le savez bien, hein, entre la joie, la peur, la colère. Et à la fois, la colère, elle est très utile aux dirigeants, puisque la colère, c'est ce qui lui permet d'avancer, de faire des défis, de relever des challenges. Elle est positive, mais sauf qu'aujourd'hui, moi, je ne connais pas de dirigeants, ils sont très en colère, mais ils ne sont pas en train de mener des défis, ils sont endettés. Et en plus de ça, comme on est dans un monde, je dirais, un petit peu aseptisé, non seulement on a une situation voilà, c'est la faute de personne hein, avec ce virus, mais en plus de ça, on nous amène des solutions toutes faites. Hein, tout à l'heure, on a parlé, enfin, c'est pas que tout à l'heure, hein, on a eu la Banque de France qui nous a reçus, que nous avons reçus, pardon, on a parlé du PGE ou autre, on a une multitude de dirigeants, ils ont foncé tête baissée, quoi. Ben oui, sauf qu'aujourd'hui, ils se disent, ah ouais, non, mais finalement, comment je vais faire? Parce que personne ne pouvait imaginer cette situation. Et moi, j'aime bien rappeler aussi un petit peu, quelquefois, attention, les solutions toutes faites, hein, et surtout quand c'est de l'argent, jamais, enfin, moi, j'ai jamais vu personne, en tant que financière, donner de l'argent, hein. Il faut toujours la rembourser. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le stress émotionnel parce que, en fait, ce sont les émotions qui vont dicter vos actions et ce sont les émotions qui vont vous diriger vos décisions. Et c'est vos décisions qui vont faire qu'en fonction de ce que je décide aujourd'hui, finalement, mon futur et le futur de mes proches hein, sera très déterminant. Donc, on voit vraiment sur le slide du milieu, en fait, les charges d'énergie, hein, nous sommes des piles électriques hein, et on a tous de l'énergie, on génère de l'énergie. Et d'ailleurs, on le voit quand on est bien, enfin, je veux dire, c'est une vraie batterie qui se recharge. Par contre, vous avez vu que moi, je suis en forme, moi, ma batterie, je consomme de l'énergie. Et j'en consomme tellement, à tel point que mes neurones, quand on parle de burn-out, hein, on n'en parle pas, les neurones, ils sont explosés, complètement cramés. Et donc, quand je suis en manque d'énergie, eh ben, je fais quoi? Eh bien, en fait, je tourne en rond, un peu comme le hamster, hein, c'est-à-dire que et d'abord, moi, enfin, que ce soit des patients ou des dirigeants, quand j'entends les ruminations intempestives, mais Muriel, je ne dors pas de la nuit, je pense qu'à ça. Mais bien sûr qu'on peut penser qu'à ça. Pourquoi? Parce que non seulement, même si on n'y pensait pas, les médias nous feraient rappeler sans cesse qu'il faut qu'on avance, voilà, mais c'est surtout que, en fait, je ne décharge pas mes émotions. Hein. On a environ 80 000 pensées par jour.
Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on ne choisit pas nos pensées. En fait, ces pensées, si je suis... voilà, la situation à l'État, elle est très compliquée, hein, puisqu'on sait qu'un dirigeant doit tout simplement aujourd'hui mettre tout en œuvre pour gagner de l'argent et surtout pour essayer d'apurer ses dettes. Hein, voilà. En fait, si on fait simple, moi, ce qui me semble pertinent, c'est juste de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Et ça, qui que nous soyons et quelles que soient les problématiques que nous ayons à affronter dans la vie. En fait, la personne... on a toujours autour de nous des comportements. On va prendre le sujet à l'envers, c'est-à-dire que je vous ai dit, en fait, ce sont nos tripes hein, qui nous font avancer, et ça, on le sait très très bien, on le voit, qu'on soit grand sportif ou autre, c'est toujours la force du mental, et les tripes, c'est vraiment mon intelligence émotionnelle. En fait, on a des comportements qui nous ont été dictés par la compréhension du monde que nous avons, mais nous n'avons pas tous la même compréhension du monde, et cette compréhension du monde, elle est liée à nos expériences de vie, à notre éducation, à nos formations, à nos aptitudes, à nous adapter, à nos valeurs et aussi à nos intelligences. Hein. Donc, quand on parle d'intelligence, on a environ 10 sortes d'intelligence et on va dire que depuis ces 30 dernières années, nous nous sommes focalisés sur l'intelligence intellectuelle. Et d'ailleurs, on voit à quel point l'intelligence intellectuelle nous mène, puisque si on regarde sur le slide du milieu, le débordement émotionnel, donc vous avez bien reconnu notre ami, notre cerveau, et bien évidemment, l'intelligence intellectuelle, elle est complètement au niveau de notre hémisphère gauche, sauf que quand je consomme à gogo mon hémisphère gauche, hein, qui lui est vraiment dans la priorisation, tout doit être maîtrisé, pourquoi j'ai ça et pourquoi il se passe ça, voilà. Vous savez que quand on est bébé, l'hémisphère gauche est vide et l'hémisphère droit, lui, on a environ plus de 50% de génétique. Hein. Et donc, ce qui fait que dans le monde du travail où on est aujourd'hui, et encore plus avec notre sphère informatique 5.0, en fait, on fait de sorte à consommer vraiment notre cerveau gauche. Donc, ce qui veut dire que mon hémisphère droit, c'est ce qui s'appelle l'innovation. Hein, on va y trouver des musiciens, des poètes, enfin bref. Bien, comme on n'a pas d'équilibre, je n'ai plus de point de référence pour me permettre de non plus réfléchir, parce que réfléchir n'est pas l'idée, mais me poser. Hein. Pour se reposer, il faut se poser, et comme je ne suis pas reposée, eh bien ma batterie, elle est complètement vidée. Alors ma batterie, elle est vidée, et l'idée justement, en tant que dirigeant aujourd'hui face à cette situation de Covid, c'est de recharger ma batterie. Donc, bien évidemment, on le sait, ce qui est important, c'est de bien manger. Hein, quand on est tout petit, on nous le dit. Bien manger, bien dormir, s'amuser, c'est les fondamentaux. Hein, si vos enfants ne sont pas en forme, c'est les 3 piliers du bien-être. Donc, c'est pareil hein, pour les grands enfants qui sont des dirigeants. Ensuite, bien évidemment, on en a parlé avec Jean-Luc, il y a quelques... Alors moi, bien évidemment, vous l'avez entendu, l'hypnose est pour moi très important parce que ça marche très bien. J'accompagne des personnes, des dirigeants en état de burn-out et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Donc, on a ce qu'on pourrait dire des thérapies complémentaires qui sont complètement adaptées. En France, on a beaucoup de retard hein, quand on parle de coaching, quand on parle voilà, d'hypnose, hein, de l'hypnose en entreprise. C'est quelque chose qui paraît voilà, incroyable. Sachez juste que, bien vous le savez, hein, nos grands sportifs, nos champions font de l'hypnose. Les grands de ce monde qui parcourent le monde et qui pilotent ce monde font de l'hypnose. Voilà, donc pourquoi pas le dirigeant. En tout cas, pour lui, c'est une vraie source de repos. Alors, parmi les outils qui me semblent très intéressants à travailler, quand je suis dirigeant aujourd'hui, compliqué avec ces ruminations, l'activité qui n'avance pas, des prêts à rembourser et puis pas de carnet de commandes à venir, en fait, c'est de se poser. Et quand on fait un bilan d'intelligence émotionnelle, on voit justement comment on est efficace. Et aussi, on voit pourquoi, peut-être, sur quel vecteur on peut avancer pour être encore plus efficace. Alors, vous ne voyez peut-être pas trop à l'écran parce que c'est peut-être petit. Bon, n'hésitez pas, hein, je pourrais d'ailleurs même vous faire profiter de faire ces types de tests si ça vous intéresse. L'idée de l'intelligence émotionnelle, c'est de voir votre efficacité, c'est-à-dire votre influence, votre capacité de prise de décision. Hein, ce sont les décisions que nous prenons dans la vie qui nous menons là où à notre destin, tout simplement. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est les relations. Hein. Est-ce que je suis capable d'avoir des relations personnelles, professionnelles? Vous savez, quand on parle d'un suicidant ou d'un suicidé, c'est tout simplement qu'il se sent seul. Hein, et je peux être mal et avoir des relations autour de moi. Et bien évidemment, les deux vecteurs suivants sont pour moi les plus importants, c'est le bien-être. Hein, le bien-être, l'équilibre, votre santé. Hein, je peux avoir une pathologie et avoir un problème de santé et être très très bien dans ma vie. Hein.
hein, et bien sûr la qualité de vie qui distingue la réalisation et la satisfaction. Et vous savez, quand on travaille avec ça, un dirigeant, avec un dirigeant dans des situations, des moments tels qu'aujourd'hui, crucial hein, pour la vie de tout à chacun, bien, en fait, on voit les choses complètement différemment. Et c'est justement ce qui nous permet d'avancer autrement. Hein. Moi, je dis, le changement, c'est changer de modèle. Il faut qu'on arrête de reprendre les mêmes choses. Hein. Le mot management, ressources humaines, enfin, pour moi, c'est un petit peu obsolète. Alors, en fait, je tenais à, je ne sais pas, parmi toutes les aides dont nous avons parlé aujourd'hui sur ces 3 tables rondes, il y a un dispositif que j'aimerais vous parler, c'est le PCRH. C'est des prestations de consultants en ressources humaines où toutes les entreprises, c'est pour les TPE, on peut en bénéficier jusqu'à un plafond de 15 000 €. Donc pareil, hein, si vous êtes intéressé, on en parle après, hein, vous avez nos coordonnées. Donc, pour respecter le timing, je vous l'ai dit, tous ces outils, bien sûr, on peut les faire rentrer hein, dans ce type de dispositif. Et aussi, comme vous voyez là, on voit un outil qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du dirigeant, mais dirigeants, ne restez pas seuls. Non seulement vous n'êtes pas seuls, c'est le message aujourd'hui de cette table ronde, mais vous avez des équipes. Et vous savez quoi? Mais vous avez des collaborateurs quelquefois qui demandent que ça de vous aider. Simplement, vous restez repliés sur vous parce que vous pensez être incompris, mais eux, ils demandent que ça. Alors, partagez. Alors, ce type d'outil que vous voyez, c'est justement de l'intelligence émotionnelle d'une équipe. Hein, donc, bien sûr, à titre confidentiel, chacun reçoit son bilan, mais c'est intéressant de voir comment une équipe ou une entreprise ou tous les membres d'une entreprise peuvent, je dirais, avancer et sauvegarder, permettre de pérenniser, de reconstruire, de rebondir. Donc c'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, la gestion des émotions, c'est vraiment au cœur de notre processus de décision et aussi, je le dis à vous dirigeants, hein, qui souvent vous vous êtes donné et doté d'un rôle de Superman, non. Vous pouvez renoncer. Hein. Vous savez quoi? Il y a un moment, il faut dire stop. Stop. Mais à quoi ça sert de perdre votre vie à la gagner? On n'arrête pas de le dire. Hein. Et pour faire stop, quelquefois, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment faire. On est engrangé dans une situation. Donc aujourd'hui, cette table ronde vous a permis de voir qu'il y a des interlocuteurs. Il y a les CCI, il y a APESA, il y a le cabinet Technologia, moi-même. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et donc, on va finir avec une petite pointe d'humour avant de passer aux questions-réponses. Et donc, je vous rappelle le livre de Jean-Claude, hein, donc un suicide, un cri silencieux. On peut vous aider, hein, surtout ne restez pas seul. Et moi, j'ai toujours un fan, c'est Coluche. Hein, il disait plein de bêtises, mais c'était tellement vrai. Et il disait, le suicide, c'est une vengeance personnelle. Et moi, personnellement, je ne m'en veux pas. Donc, mesdames, messieurs, dirigeants, enfants, qui que vous soyez, parents, ou ne vous en voulez pas quand les choses ne vont pas comme elles veulent, c'est pas grave, c'est juste qu'il faut qu'on change de côté. Et donc, je vous ai mis aussi mon polar, puisque voilà, moi j'aime bien aussi l'humour, et donc j'ai créé un polar qui s'appelle « J'ai suicidé mon boss », où j'ai démystifié aussi le burn-out, où bien sûr, c'est de savoir en amont qu'est-ce qui se passe. Et on sait tous, hein, tous autour de la table, que les décisions les plus simples sont bien évidemment toujours les plus difficiles. Et quand vous croyez que personne autour de vous ne peut vous comprendre, eh bien, effectivement, parce que quelquefois, ces décisions sont difficiles à prendre quand on est seul, mais ensemble, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je termine moi mon échange et on va passer maintenant aux questions-réponses des auditeurs, s'il y en a. Donc je me retourne vers l'équipe. Non. Alors peut-être, comme on n'a pas pour l'instant encore de retour des questions-réponses, est-ce que Marc, Jean-Luc, est-ce que vous voulez dire peut-être un mot de la fin? Alors on va rappeler, hein, vous avez nos coordonnées, cette session est enregistrée, donc vous pourrez nous retrouver sur le site de la CCI et chacun d'entre nous ne manquera pas de relayer cette info. Donc n'hésitez pas à nous contacter, voilà, on est à votre entière disposition. Alors, un petit mot, Marc ou Jean-Luc ou Jean-Claude, vas-y. Oui, moi je pourrais dire simplement que je salue cette journée qui a été organisée par la CCI, le travail déployé par Muriel, toujours autant d'enthousiasme et je dirais, de joie de vivre au service à la fois du bien-être et puis de l'équilibre économique, hein, parce que quand vous avez une activité qui est déployée, qui tient compte des autres, qui co-construit des démarches significatives en matière économique,
eh bien, ça se ressent sur le compte de résultats. Quand les gens sont à peu près bien au travail, lorsqu'on s'occupe d'eux, lorsqu'on fait preuve d'humanité, de bienveillance, lorsqu'on les écoute, ce que j'appelle le management baladeur, en se mettant à proximité d'eux, eh bien, ça donne des résultats significatifs et les collectifs sont très porteurs et permettent d'éviter justement qu'il y ait trop d'isolement. Parce que le suicide, c'est aussi quelque part le produit d'un isolement. Au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle plus exactement, le sociologue français, c'est lui qui a inventé justement la sociologie sur la base de l'étude des suicides. Et Durkheim, en reprenant justement la question du suicide, a démontré combien le suicide n'était pas simplement un problème d'ordre psychologique, mais c'était un problème d'ordre social. Et que globalement, le suicide obéissait à deux règles. Une première règle qui est celle de l'intégration. L'individu est plus ou moins intégré à la société. Quand il n'est pas intégré, effectivement, ça peut vraiment poser un problème. On le voit de plus en plus de nos jours, avec le recul des religions, le recul des grands partis, des grands idéaux, le recul aussi du côté, je dirais, villageois, où les gens se connaissaient, etc. On est dans les grandes villes. Tout cela fait que l'individu est confronté très souvent à une certaine solitude. Et la solitude, l'isolement, quand vous êtes confronté à des difficultés, ça peut vraiment très mal tourner. En France, là, il y a une étude qui a montré que 30% à peu près des personnes qui se rendaient au travail disaient en fait bonjour, bonsoir, mais n'étaient pas vraiment intégrées à des collectifs. Je parle avant Covid. Hein. Eh bien, vous voyez, un tiers, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, donc Durkheim a montré que, y compris le suicide était un marqueur social, c'est-à-dire qu'il démontrait la qualité des relations qu'il y avait ou pas dans la société. Et aujourd'hui, on voit bien, je terminerai là-dessus, que le suicide, avec sa permanence en France, montre bien qu'il y a un gros travail à faire pour améliorer les qualités relationnelles dans le pays. Oui, alors j'ai une petite remarque voilà, de Jean-Luc qui nous dit qu'un livre, un ouvrage collectif sur la démarche APESA, la souffrance de l'entrepreneur, comprendre pour agir, vient récemment aussi d'être édité. Et d'ailleurs, je vais faire un relais et Jean-Claude, je suis sûre que ça va te parler aussi. Mi-septembre, hein, donc on est mi-septembre, on est le 10. Hein, j'ai vu à APESA que vous avez aussi sorti un rapport sur les suicides des agriculteurs. Voilà, hein, puisque bien évidemment, on est derrière un écran. C'est ça, hein, Marc? Des agriculteurs, oui. Voilà, hein, puisque en fait, quand on parle de suicide, on sait, voilà, encore un aujourd'hui, deux même aujourd'hui, 2 par jour aujourd'hui, les agriculteurs, que l'on soit le boucher, le charcutier, et les agriculteurs en grande souffrance aujourd'hui avec ce qui se passe, les policiers et les soignants, bien sûr, hein, le blues des blouses blanches, enfin, on ne peut aujourd'hui que leur dire, mais voilà, et là, Jean-Luc, toi aussi, tu es bien placé pour voir quelle détresse, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, et c'est pour ça que cette journée, c'était vraiment l'idée de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, vous n'êtes pas seul. Donc, alors, bien évidemment, nous sommes 5 à vous parler de ça aujourd'hui, mais derrière ça, il y a des réseaux. Et vous savez qu'en nous contactant, vous aurez la suite, voilà, d'autres contacts. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un plan national de la prévention du suicide depuis 1998 avec de multiples actions dans la région. Des millions de professionnels et bénévoles sont formés. Nombre de suicides passé de 10 500 de 98 à 8 500 aujourd'hui. Exactement, mais encore tellement. Alors, vous savez qu'en fait, le comptage des suicides, quand on vous annonce un chiffre, vous pouvez en rajouter plus de 20%, puisque quand on a, par exemple, des suicides par pendaison, pour des raisons, je dirais, par rapport aux familles, bien souvent, les personnes qui mettent en place l'acte de décès diront que c'est une mort tout simplement cardiaque ou autre, parce que c'est toujours très délicat, voilà, d'écrire ça sur un acte d'état civil, sur un acte de décès, pardon. Donc aujourd'hui, les dernières, vous le retrouverez sur le slide, l'OMS, les derniers chiffres, je dirais, de l'OMS. Donc là, c'est bien, on voit des choses. On nous annonçait plus de 800 000 personnes se suicident chaque année. C'est simple, c'est 1 tous les 40 secondes. Vous savez quoi, aujourd'hui, juillet 2020, enfin septembre 2020 plutôt, moi je dirais c'est pas 1 tous les 40 secondes, c'est presque 1 toutes les minutes. Alors, merci à vous tous. Donc, on voit, nous voyons à l'écran
Voilà, alors on me parle, mais comme je n'entends pas ce qu'on me dit, je vous remercie pour vos questions. Bien sûr, chaque intervenant, Marc, Jean-Luc, Jean-Claude, Fabien Paul et moi-même avons été ravis d'animer cette table ronde. Nous restons à votre entière disposition et n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit la CCI, moi, le cabinet, cabinet murielb@gmail.com, le cabinet Technologia, APESA, bien sûr, avec Marc Bigné et Jean-Claude, Jean-Luc. Nous ne manquerons pas d'aller à Sochaux dans cette cure où je pense que tu vas vraiment au niveau stratégique mettre en place des choses pour la détresse des dirigeants, des soins très adaptés. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci encore pour votre partage et merci encore. À bientôt, Muriel. Bye bye. Au revoir.